Veuillez accueillir Émeric Averland. C'est pas vrai que c'est un diagnostic poubelle qu'on peut donner quand on n'a pas de meilleure idée. La fibromyalgie, c'est un syndrome qui est réel et qui est malheureusement encore victime de stéréotypes aujourd'hui. Non, c'est pas une maladie mentale, puis non, les patients qui ont ces douleurs-là, ils les inventent pas pour attirer l'attention, puis c'est pas vraiment comme ça qu'on va avancer dans la prise en charge. Je vous présente Nicole. Nicole, c'est une patiente qu'on a reçue au laboratoire cet été. C'est en fait la première patiente en fibromyalgie qu'on a reçue. C'est une patiente qui a une cinquantaine d'années et qui a son diagnostic depuis 2005, donc ça fait maintenant 13 ans qu'elle vit quotidiennement avec la douleur chronique. Donc c'est un petit peu handicapant, puis ça a une grosse influence sur son travail parce que oui, elle est obligée de travailler. C'est pas un syndrome qui est assez reconnu aujourd'hui pour lui permettre de prendre un congé suffisant pour se reposer. Et elle a tout essayé, vraiment toutes les thérapies. Son médecin lui a donné tous les médicaments qu'il pouvait lui donner. Il y a peu, pour pas dire rien, qui a fonctionné encore aujourd'hui. Puis comme si ça ne suffisait pas, le soir, quand elle rentre chez elle, elle doit s'occuper d'un enfant avec des besoins particuliers. Donc ça contribue vraiment à son surmenage, puis c'est vraiment pas ça qui va l'aider à soigner son syndrome. Donc Nicole, comme tous les patients fibromyalgiques, éprouve de la douleur au quotidien. C'est une douleur qu'on appelle donc chronique. Elle a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça peut la déranger la nuit, ça l'empêche de travailler. Dans son cas, c'est apparu de façon progressive, mais ça peut aussi être vraiment brutal comme apparition. Ça va être des douleurs qui vont être variables selon la température, selon l'heure du jour, selon le taux d'humidité aussi. Ça va être variable au niveau de l'intensité, puis au niveau du ressenti. Ça peut être des chocs électriques, ça peut être des brûlures, le lendemain ça va être des raideurs. C'est vraiment variable, mais les douleurs sont constamment présentes. Aussi, elle va éprouver des troubles du sommeil qui vont se témoigner par des éveils fréquents la nuit. Donc, en se réveillant le matin, elle n'aura pas beaucoup de sommeil d'accumuler. Puis, en plus de ça, elle va avoir une perturbation de son sommeil profond. Donc, en plus d'avoir un sommeil qui est vraiment moins long qu'une personne qui n'a pas le syndrome, il ne va vraiment pas être réparateur. Et indépendamment des troubles du sommeil, on va avoir la fatigue qui dans ce cas-ci, on va l'appeler asthénie. L'asthénie, c'est une faiblesse généralisée du système, donc ce n'est pas en rapport avec le manque de sommeil, ce n'est pas en rapport avec un effort, c'est vraiment quelque chose qui est constamment présent. C'est frustrant parce que même si elle fait une sieste de 2 heures, la fatigue va toujours être présente en se réveillant. Et aussi, on a une variété de symptômes qui sont plus variables entre les individus. On peut avoir des cas de côlon irritable, mais ça va être des choses qui vont être inclus dans le syndrome de la fibromyalgie. Ça va rendre le traitement puis le diagnostic encore plus complexe qu'il était déjà. Le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui, c'est l'anxiété et la dépression. Donc oui, c'est un symptôme de la fibromyalgie. Ça correspond à 18 à 35% des cas de fibromyalgie. Ça peut être la cause, comme je vais en parler un petit peu plus tard, ou ça peut en être la conséquence des douleurs, conséquence de l'isolement. Donc d'où vient cette fibromyalgie-là, d'où vient ce syndrome-là? L'origine, c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui dans le domaine scientifique. C'est une dysfonction du système nerveux central. Donc le système nerveux central, si vous ne savez pas, c'est le cerveau et la moelle épinière. Donc je dis dysfonction aujourd'hui parce que c'est plus un problème qui est au niveau moléculaire, c'est plus au niveau moléculaire qu'au niveau... On ne pourra pas le voir avec une radio par exemple, c'est pas comme une fracture, c'est pas visible à l'œil nu. Ça nous prend des techniques particulières comme l'IRM fonctionnel, qui est une technique d'imagerie du cerveau quand il est en activité. C'est une technique qui est vraiment pratique quand on est en recherche, mais ça ne peut pas être utilisé sur une base régulière vu que ça coûte vraiment cher, mais c'est ce qui a vraiment permis à la fibromyalgie de se démarquer dans le domaine des douleurs chroniques. Donc pourquoi est-ce que les patients éprouvent des douleurs ? Alors on en a parlé un petit peu plus tôt, les douleurs sont là pour nous informer d'une potentielle blessure, pour éviter de l'aggraver la blessure. Sauf qu'en fibromyalgie, on va avoir des douleurs qui vont être inexpliquées, qui vont être présentes à des endroits où ils ne devraient pas être, sans qu'il y ait de cause apparente, sans qu'il y ait de blessure. On peut aussi avoir des cas où il y a une perte de l'inhibition de la douleur. Donc c'est-à-dire que, par exemple, nous, si on se cogne dans un meuble, par exemple, en passant dans le salon, on va avoir mal sur le cou, puis après la douleur va diminuer. Sauf que dans le cas de la fibromyalgie, ça peut être l'inverse. La douleur va arriver sur le cou, puis va continuer à augmenter, puis va devenir vraiment intolérable. Et dans les pires des cas, on a les deux en même temps. Puis ça, c'est le cas de Nicole, que je vous parlais un petit peu plus tôt, qui me parlait dans ses mots de douleur fibromyalgique et de douleur de blessure. Et elle ne ressent pas exactement de la même façon. Puis selon le jour, elle peut en avoir plus de l'un ou plus de l'autre. Quels sont les éléments qui peuvent déclencher la fibromyalgie? Donc, j'ai dit un petit peu plus tôt, l'anxiété et la dépression. Ça va être un exemple de traumatisme psychologique. Ça peut être aussi un surmenage au travail. Ça peut être la perte d'un proche, la perte d'un emploi. Ça, c'est vraiment des éléments qui ont été rapportés par les patients. C'est vraiment des hypothèses, c'est pas quelque chose qui est confirmé, mais c'est vraiment, la plupart des patients ont eu un traumatisme qui a mené à la fibromyalgie. On a aussi des cas de traumatisme physique. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être aussi une infection, une opération. Dans tous les cas, il y a aussi une composante psychologique après le traumatisme physique qui peut entrer en jeu. Et on a aussi les cas d'apparition spontanée. Puis déjà qu'on ne comprend pas encore à 100% le syndrome, on comprend encore moins ces cas-là.
La fibromyalgie, c'est 2 à 5% de la population mondiale, surtout des femmes plus que des hommes. Ça, c'est quelque chose qui est courant en douleur chronique. On ne comprend pas trop pourquoi, mais c'est encore ça. Donc, c'est 400 millions de personnes à la surface de la planète, dont 2 millions au Canada. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 millions de personnes, mais 2 millions de personnes, c'est la population de l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment beaucoup de personnes pour un syndrome qu'on entend peu parler et qui n'a vraiment pas beaucoup de traitement aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important de s'y attarder aujourd'hui. Donc, justement, la problématique, c'est que dans le monde médical, il y a une mauvaise prise en charge. Et ça, c'est plus dû à un manque de ressources qu'à un manque de connaissances, parce que la recherche avancée, puis les connaissances, on les a. Il suffit juste de les mettre en place, puis ça, c'est le point positif, c'est que justement, vu qu'on a les connaissances, il suffit juste à les transposer au niveau de la prise en charge. Donc, qu'est-ce qui se fait au niveau de la recherche? Donc, c'est sûr qu'on a toujours les deux grands volets de la recherche clinique, la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, ça va plus s'axer sur trouver les causes de la maladie, et la recherche clinique, peut-être les causes aussi, puis un traitement potentiel. Puis ça, c'est ce que nous, on fait à notre laboratoire, justement. On utilise la stimulation magnétique transcrânienne, qui va être une technique qui, avec le dispositif que vous voyez à l'écran, va envoyer une impulsion magnétique à travers le crâne pour aller activer une certaine population de neurones du cerveau. Donc c'est une technique qui est vraiment utile au niveau du diagnostic et aussi au niveau du traitement. On l'utilise en traitement de façon répétée. Donc vous voyez ici que l'instrument a changé, c'est parce qu'il y a un ventilateur dedans qui permet de le refroidir. Avec la stimulation répétée, on va donc donner le traitement qui va influencer la plasticité du cerveau. La plasticité du cerveau, c'est la capacité que le cerveau a à se modifier. C'est par exemple ce qui se met en œuvre quand on apprend une nouvelle leçon, quand on apprend des nouveaux mots, quand on apprend des nouveaux mouvements de danse, par exemple. Donc c'est un processus qui est naturel, puis ça c'est vraiment pratique, c'est qu'on va vraiment stimuler un processus qui existe déjà dans le cerveau. On ne va pas donner une nouvelle molécule qui aurait potentiellement des effets secondaires qui seraient vraiment nocifs. En plus de ça, l'avantage de la technique, c'est que c'est vraiment précis. On va stimuler le cerveau, une partie du cerveau et pas le cerveau en entier, donc ça évite de s'attarder à trop de points où on ne devrait pas. Et aussi, c'est non-invasif et indolore. Donc ça, c'est vraiment avantageux dans les cas de douleurs chroniques, parce que déjà que les patients ont des douleurs, on ne veut pas en donner encore plus. Et l'efficacité a été prouvée dans des pathologies comme la lombalgie, les douleurs neuropathiques et même la dépression. Donc, quelle est la prise en charge qui est proposée? Parce que c'est ma bout, depuis tantôt, je vous parle de prise en charge. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui qui n'est pas encore appliqué à 100%? C'est une prise en charge qui va lier médicaments et thérapie non médicamenteuse. Donc, c'est vraiment important d'allier les deux, pas juste l'un, pas juste des médicaments. La prise en charge doit être rapide et s'axer sur la diminution des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore capable de guérir de la fibromyalgie. Donc justement, la pharmacothérapie, ça a montré une efficacité variable parce que ce n'est pas tous les humains, pas juste les fibromyalgiques, mais ce n'est pas tous les humains qui réagissent de la même façon à tous les médicaments. Et en plus, les effets secondaires peuvent parfois surpasser les effets positifs. Et aussi, vu qu'on s'axe vraiment sur traiter les symptômes, si on a une pilule pour chaque symptôme, ça commence à faire un gros cocktail, puis on ne veut pas nécessairement ça. Ce qui est vraiment le plus efficace aujourd'hui, le plus recommandé, c'est l'activité physique. Ça peut paraître difficile étant donné la présence des douleurs et la fatigue, mais c'est vraiment ce qui va être le plus efficace, d'une part pour le renforcement musculaire, parce que c'est sûr que vu qu'on a des douleurs, on bougerait moins, donc c'est vraiment pas bon pour la santé en général, et pour le sommeil, parce qu'après avoir fait du sport, on est pas mal raqué. D'autres exemples de thérapies qu'on peut donner aux patients, c'est la physiothérapie, la massothérapie, l'acupuncture et la méditation et la relaxation. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir conseiller aux patients. Ça va être à lui de les tester un par un et de voir ce qui fonctionne. Ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon à l'acupuncture ou à la physiothérapie. Dans tous les cas, c'est à lui, il faut lui donner des outils pour se soigner. Donc en conclusion, la fibromyalgie, c'est un syndrome qui touche beaucoup d'individus aujourd'hui. 2 millions au Canada, 400 millions au monde. C'est des douleurs qui sont réelles, il y a des avancées dans la recherche, puis justement, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on a les connaissances aujourd'hui pour s'occuper des patients, mais on ne les transpose pas encore au niveau médical. Ça va être important justement de faire notre bout de chemin vers cette voie-là. Et ce qui est vraiment important, ça va être de diffuser l'information, parce que c'est juste ça qui manque aujourd'hui. On a les articles, mais on ne les diffuse pas assez. Merci. Aymeric Averland, mesdames et messieurs. Aymeric Averland, merci.